Donc, on continue notre tour d'horizon ici des secteurs d'activité du S&P 500 avant la publication des résultats financiers du deuxième trimestre 2025. On se pose essentiellement la question de savoir quelles sont les raisons derrière les estimations actuelles. C'est ça qui nous intéresse. Quand on vous donne un chiffre, c'est bien, mais c'est le pourquoi qui nous intéresse réellement. Parce que du pourquoi, on pourra déterminer si c'est durable, temporaire, ce genre de choses-là. Donc, on va aller très rapidement, on ne se casse pas la tête ici, d'accord? Au niveau de la gestion d'actifs. Donc, toutes les entreprises qui sont dans la gestion d'actifs, un peu comme les BlackRock, etc., il faut se dire une chose. Globalement, le secteur de la gestion d'actifs illustre parfaitement la thématique de la divergence. D'accord? Donc, une croissance globale modeste masque en réalité des trajectoires très opposées. D'un côté, des géants comme BlackRock devraient afficher une expansion très soutenue de leurs revenus. De l'autre, des firmes comme Franklin Ressources risquent la stagnation, pénalisées par des sorties de capitaux ou des collectes. Et je vous dis une chose, allez-y, regardez pourquoi est-ce que cette compagnie est différente de BlackRock. Pourquoi? Pourtant, Franklin Ressources, c'est Ben, ticker symbole, et vous l'avez comme ça. En termes de dividendes, machin truc, ça n'est pas beau à voir dans tous les cas de figure, mais c'est une entreprise, enfin, je ne l'ai pas mentionné pour vous dire qu'il y avait une opportunité d'investissement ou quoi que ce soit. C'est pour illustrer deux modèles d'affaires différents. Il y en a un qui, cette compagnie souffre, mais c'est normal qu'elle souffre autant et je pense que ça va continuer parce qu'elle fait quelque chose de différent. Elle est toujours dans la gestion d'actifs, mais elle fait quelque chose de différent par rapport à BlackRock. Je vous laisse aller voir. Et justement, quand vous allez trouver cette différence, évitez les entreprises vous allez éviter les entreprises qui font la même chose parce qu'on est sur une croissance, une décroissance séculaire ici de manière générale pour ce type de modèle-là. OK? Donc, vous pouvez mettre une compagnie comme T. Rowe Price qui va également avoir tendance à vivre la même chose. Parce que si on se limite juste au PER, etc., le dividende, machin, on n'a pas la bonne information. Mais T. Rowe Price également va avoir les mêmes problèmes. Donc je pense qu'il y aura consolidation dans ce secteur d'activité, etc. Bref, moi j'évite ce secteur-là de manière... J'évite les entreprises qui ont un business model différent de celui de BlackRock, qui proposent des produits différents. Et de toute façon, vous aurez une petite partie de la réponse à la question que je pose présentement. Donc, la tendance de fonds vers les produits passifs, les ETF, les fonds indiciels, se confirme cependant un regain d'intérêt pour des stratégies actives et anticipées. Oui, la gestion active va toujours exister, mais moins forte que la gestion passive. Donc la gestion passive prend des parts de marché et ça de plus en et c'est une dynamique qui va avoir tendance à continuer à croître. OK? Donc, il sera crucial de surveiller l'évolution des acteurs vers des modèles intégrant des classes d'actifs multiples et des solutions alternatives. Ça peut être une mesure ici de différenciation. Donc la démocratisation progressive du capital investissement ici, ou le private equity, auprès d'une base de clientèle plus large constitue également un axe de développement majeur à suivre. Posez-vous la question de savoir est-ce que BlackRock le fait. Vous allez voir que la stratégie de BlackRock sur les derniers mois ici, c'est on s'en va dans le private equity et on rendra le private equity accessible à monsieur et madame tout le monde. Donc, en ce qui concerne ici la consommation, la finance de consommation à la consommation ici, ou bien le consumer finance, d'accord? Donc, pour la finance à la consommation, les signaux sont au vert. Pourquoi? C'est ça qui nous intéresse. Les perspectives, on s'attend à de belles performances, mais pourquoi? Les conditions semblent réunies pour une croissance substantielle des bénéfices. Ce dynamisme repose sur la solidité du consommateur américain dont la confiance est alimentée par un marché de l'emploi robuste, des salaires en hausse. Donc, cette vigueur devrait se traduire par un maintien des dépenses par carte de crédit à un niveau élevé. Et quand je parle de consumer finance ici, je ne suis pas en train de vous dire que ça concerne Visa. OK? Mais ça concerne une entreprise comme American Express. Parce que American Express prête de l'argent à ses clients. Or, Visa et Mastercard ne font pas ça. Ils ont juste le réseau. C'est la différence dans leur modèle d'affaires. Bon, quoique dans Amex, ils privilégient généralement des personnes avec un revenu élevé, donc de telle sorte que voilà, ils peuvent avoir un certain pricing power. Mais voilà, de manière générale ici, voilà grosso modo la différence entre les deux modèles d'affaires ici. Il faut également voir que Amex, c'est un système qui est assez fermé également. Je pense qu'ils appellent ça justement comment ils appellent encore ce système-là? Mais bref, c'est pas plus grave que ça. Allez-y voir à quoi ça va ressembler. Donc, au niveau des entreprises, pareil, vous avez une entité comme Synchrony Financial, mais encore, il faut regarder, on parle de finance à la consommation. On peut financer la consommation ici en octroyant ici des prêts automobiles, des choses comme ça. Donc, ça dépend de quelle spécialité on a. Donc, vous voyez ici 10 fois les bénéfices. On pourrait avoir de très bons revenus dans le futur. Mais attention, le plus important dans cette industrie,
C'est la gestion du risque. OK? Donc, un point particulièrement positif est l'amélioration de la qualité du crédit. Les taux d'intérêt sont encore élevés, hein, même si ça diminue. Donc, cette situation favorable devrait permettre aux établissements financiers de limiter leurs provisions pour perte sur créance, soutenant ainsi directement leur rentabilité. Maintenant, passons ici à ce qu'on appelle généralement ici les Financial Exchange and Data, ou les bourses et les fournisseurs de données. Ça concerne les entités comme CME, Euronext fait partie de ce groupe-là, ok? On peut, Nasdaq également, j'adore toutes les entreprises dans ce segment-là. Vous avez également les Market Access. Bref, c'est un segment d'activité qu'il faut prendre dans son ensemble. Okay? Toutes les entreprises sont intéressantes dans ce segment parce que généralement, ils ont un pricing power. Ils ont un avantage concurrentiel. Enfin, le pricing power découle de l'avantage concurrentiel. Mais dites-vous ici que les prix sont parfois élevés. Donc, on a très rarement des opportunités ici, mais si vous arrivez à choper une entreprise dans ce secteur-là, n'hésitez pas, les amis. Ce segment pourrait bien connaître un trimestre record, avec une croissance à 2 chiffres des bénéfices en ligne de mire. C'est le pourquoi qui nous intéresse. L'un des principaux catalyseurs est un événement récent surnommé le Liberation Day, qui, en générant de l'incertitude sur les marchés, a mécaniquement entraîné une augmentation très significative des volumes de transactions. Je ne serais pas étonné de voir de bons résultats, parce que la volatilité est bénéfique pour ces entités-là. Donc, parallèlement, l'adoption croissante des produits de trading par des particuliers constitue un puissant moteur de croissance. Vous avez les ODTE, je pense que c'est les options ici à 0 jours, un truc comme ça. Voilà, c'est très populaire aujourd'hui et ça fait monter, ça augmente la volatilité. Les gens aiment bien rêver ici et voilà, ils aiment bien jouer au loto avec leur argent parce que ce truc-là, il est extrêmement dangereux. Donc, un point de vigilance s'impose néanmoins concernant les agences de notation de crédit qui pourraient voir les volumes d'émissions de dette ralentis, pesant ainsi sur leurs revenus. On ira vérifier ça justement si ce narratif-là se vérifie au 2e trimestre. D'accord? Donc, je continue ici. On passe au niveau des courtiers en assurance. Et vous savez que quand je parle d'assurance, j'aime bien les courtiers. Hein? Brown & Brown, Arthur Gallagher, vous avez également ici, comment on appelle ça, Aon, vous avez Willis Tower, MMC, ou c'est Marsh et McLennan, un truc comme ça. Voilà. Tout ce secteur-là, il est en pleine consolidation. Regardez la taille du marché, même à 25 fois les bénéfices. Ce n'est pas aussi surévalué, ce n'est peut-être pas surévalué. Je vous laisse aller voir ça, allez vous-même faire vos propres devoirs. La croissance dans le courtage en assurance annonce solide, mais elle sera loin d'être uniforme. Une distinction claire apparaît entre les différents profils d'acteurs. Les courtiers purement domestiques, donc établis aux États-Unis et effectués avec un pourcentage ici de leurs revenus issus provenant des États-Unis essentiellement, tels que AJG, je vous donne le ticker symbole, j'ai mentionné le nom de leur compagnie tout à l'heure, BRO, c'est Brown & Brown, AJG, c'est voilà, Arthur Gallagher, d'accord, devrait afficher une progression à 2 chiffres. À l'inverse, les grandes firmes multinationales comme Aon, MMC, Willis Tower pourraient enregistrer des gains plus modestes. Leurs revenus et bénéfices pourraient même légèrement s'éroder en raison d'une demande plus faible pour les services de conseil à l'échelle mondiale. On ira vérifier cela quand les résultats vont sortir. Mais vous avez la raison de la différence ici. Vous avez la raison derrière la différence par rapport aux attentes. OK? Donc, parfois, les gens ont tendance à regarder, oui, mais on s'attend à des bénéfices de $10 ici, l'action, l'année. Mais c'est le pourquoi qui nous intéresse. Je ne vous dis pas que j'aurais parfaitement raison. Allez vous-même faire ce travail de lecture et d'analyse sur l'ensemble des acteurs de ces secteurs d'activité-là. OK? Donc, maintenant, passons au secteur de l'assurance vie et l'assurance santé. Et je ne parle pas ici des gestionnaires des soins de santé. Je parle juste de ceux qui ont l'assurance santé uniquement. Quoique c'est souvent couplé, les deux vont souvent ensemble ici. Mais voilà, il y a une certaine nuance entre les deux. D'accord? Donc, la visibilité sur les résultats du 2e trimestre est limitée. Des facteurs techniques et des bases de comparaison difficiles avec l'année précédente compliquent l'analyse à court terme. Cependant, il ne faut pas s'arrêter à cette photographie instantanée. Une amélioration est attendue pour la seconde moitié de l'année, où le secteur pourrait renouer avec une croissance solide de ses revenus d'exploitation. Le segment des rentes semble être un point d'inflexion avec une hausse notable des ventes globales tirée par une forte augmentation de la demande pour les rentes variables. Donc, je n'aime pas ce secteur-là. Donc, quand je vois assurance vie, non, je ne veux rien savoir dessus. Donc, parfois, j'évite ce secteur. Mais ce n'est pas pour autant que je ne lis pas dessus. OK? C'est toujours bien. Mais j'évite de manière générale d'investir dans ce truc-là. OK? Donc,
Au niveau de l'assurance dommage, et quand on parle d'assurance dommage, ici c'est tous incendies, accidents et risques divers, seront le fruit d'un équilibre délicat. D'une part, on anticipe une croissance soutenue des primes souscrites. D'autre part, l'environnement tarifaire devient un peu plus compétitif. On est dans quoi? Un hard market ou bien dans un soft market? Je vous laisse aller voir et voir ce que ça signifie également. Parce que c'est un jargon, vous devez, enfin, si vous êtes investi dans ce secteur d'activité, vous devez connaître le jargon généralement ici. Bref, je vous laisse aller voir. Donc, ce qui devrait faire pencher la balance positivement, c'est la hausse attendue des revenus nets de placement qui pourrait progresser à 2 chiffres. Du côté des tendances, on observe une stabilisation de la tarification pour les lignes commerciales. Le segment de l'assurance automobile des particuliers qui pèse lourd dans le marché de manière générale reste un point d'attention majeur, notamment face à une potentielle remontée du coût des sinistres. On continue. Maintenant, on passe au niveau des banques régionales. Certains vont dire ici, mais Thierry, pourquoi banque régionale? Je dis, mais les amis, simple. Les banques régionales ici, c'est essentiellement des... Comment on appelle ça? Ce sont les banques, en fait, on les classe par taille. D'accord? La taille est très importante. C'est difficile, ça serait difficile de comparer une banque qui a 10 milliards d'actifs avec une banque qui a 1 trillion d'actifs. C'est pas la même chose. OK? Il y a ces différences. Donc, vous avez les banques régionales qui sont à peu près, qui ont une taille d'actifs entre 10 et 100 milliards. Après plusieurs années difficiles, le début d'année 2025 est positif pour les banques régionales. Une croissance modérée est attendue, portée principalement par une amélioration des marges nettes d'intérêt. Cet indicateur clé de la rentabilité bancaire devrait bénéficier du resserrement de l'écart entre les taux servis sur les dépôts et les taux directeurs. Et donc, pour faire simple, c'est que c'est une entreprise qui achète et vend de l'argent. D'accord? J'achète de l'argent en faisant quoi? Quand vous allez déposer de l'argent à la banque, on rémunère cette épargne à peut-être à 1-2%, un truc comme ça. Et je vais vendre votre argent peut-être à 4%. Et j'encaisse la différence entre les deux, moins mon risque, moins les pertes sur créance douteuses. D'accord? Et quand les taux d'intérêt augmentent, celui qui a déposé son argent veut qu'on augmente également ses taux d'intérêt. Or, quand vous allez prêter de l'argent ici, la personne qui vient prêter, lui, veut des taux d'intérêt bas, le plus bas possible. Mais si on est dans un environnement où les taux d'intérêt sont élevés, vous comprenez ici que je vais avoir du mal parfois à rémunérer les dépôts à un niveau de prix assez élevé. Bref, les banques doivent jouer avec ça. C'est leur travail. Il faut les laisser là-bas, dans tous les cas. Je préfère généralement les capital market, vraiment les banques après au moins 500 milliards à 1 trillion d'actifs. C'est à partir de ce moment-là qu'ils commencent à régler. Quoique, il y a souvent des belles opportunités dans les banques régionales. Mais voilà, il faut lire les rapports financiers, plutôt s'intéresser au risque de défaut ici, à côté, et voir également où est-ce que la banque est généralement investie. Parce que il convient de rester prudent sur la croissance des prêts, qui restera probablement timide à court terme. La qualité globale du crédit devrait être saine, mais l'immobilier commercial de bureau demeure un segment sous-performant qui nécessite une surveillance attentive. Donc, si vous avez une bancaire qui est majoritairement investie, ou bien qui prête majoritairement de l'argent dans ce segment de l'immobilier, donc, disons le segment d'immobilier commercial, on va appeler ça généralement les CRE, faites attention. Ça ne veut pas dire que tout le monde est logé à la même enseigne, mais voilà, ce secteur-là est en difficulté parce que les bureaux sont vides, mais il faut rembourser les crédits. Si vous ne pouvez pas rembourser, vous devez vendre sur le marché. Or, on est dans un marché où personne ne veut presque acheter, donc il va falloir, on demande, le vendeur affiche souvent une décote sur le prix d'origine du bien immobilier en question. Bref, on continue. En ce qui concerne ici, tout ce qui concerne ici les Transaction Payment Processing, donc ça sont les acteurs maintenant comme les Fiserv, les Visa, les Mastercard, le secteur des services de transaction et de traitement des paiements devrait afficher une solide croissance à 2 chiffres de ses bénéfices. Malgré des vents contraires potentiels liés à la volatilité des marchés et à une concurrence accrue, les entreprises bien positionnées, disciplinées dans leur gestion et diversifiées géographiquement et par produit devraient surperformer. La tendance de fond ne se dément pas. Les leaders du secteur continueront de capitaliser sur la croissance séculaire et durable de l'adoption des paiements électroniques à l'échelle mondiale. Donc, on a fait le tour d'horizon ici. Vous savez maintenant pourquoi les attentes sont soit positives, soit négatives. Quelles sont les raisons derrière?
Maintenant, à vous d'aller voir, dépendamment du risque que vous voulez assumer, quels sont les secteurs qui vont plus vous intéresser. Au fur et à mesure ici que je présentais ces différents éléments-là, je vous ai mentionné ceux qui étaient intéressants pour moi, d'accord? Donc, moi j'aime bien également le secteur des payment processing, c'est également intéressant. Vous avez les visas, vous avez les Mastercard à l'intérieur, vous avez du Fiserv également qui se retrouve à l'intérieur. Bref, ça dépend, hein, si vous allez-y, regardez ça vous-même ici. Je pense même que Fiserv revient à un prix assez intéressant en date d'aujourd'hui. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. On parle ici des attentes du deuxième trimestre 2025. Quelles sont les raisons derrière les attentes positives ou négatives, dépendamment des sous-secteurs dans le secteur financier. Maintenant, un like, un abonnement, un désabonnement, un commentaire, faites ce que vous voulez dans tous les cas de figure, ça c'est même pas important. Faites ce que vous voulez, d'accord? Mais c'est toujours intéressant de faire preuve ici. Si ça vous a intéressé, si la vidéo était bien pour vous, etc. Et après Thierry, tu parles beaucoup, on est fatigué, on parle de finances, tu sais que c'est déjà un secteur que les gens n'aiment pas énormément. Mais c'est un secteur où il y a souvent beaucoup d'opportunités. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Quand on parle du secteur de la finance de manière générale, vous pouvez, dans les sous-secteurs ici, vous voyez que les sous-secteurs sont différents et proposent donc des opportunités différentes. OK? Donc, peut-être ici, tu veux vouloir te diversifier ici dans le secteur de la finance, mais tu n'as pas envie de posséder une bancaire. Tu achètes quoi? Peut-être une entreprise ici comme Visa ou Mastercard. Disons que tu aimes bien le secteur des assurances, mais tu ne comprends pas comment ça fonctionne. En attendant d'améliorer tes connaissances à ce sujet-là, si tu prends par exemple l'accompagnement, l'accélérateur, on a inclus par exemple ici un module sur comment analyser les compagnies d'assurance. Quel type de questions on va avoir tendance à poser? C'est ça qui nous intéresse. Donc, en attendant, tu peux juste aller acheter, t'intéresser aux brokers par exemple. Ces entités-là, bon, les questions à poser au niveau des brokers sont des questions basiques. Par exemple, vous avez une checklist de questions basiques ici à poser sur n'importe quelle entreprise. D'accord? Maintenant, dépendamment des secteurs d'activité ici, il y a souvent des spécificités. D'accord? Donc, de manière générale, vous avez la checklist dans le club ici. Je vous laisse aller voir ça. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, tout est en description de la vidéo. Donc, il y a toujours des alternatives. Si je veux les assurances, bon, moi, je n'ai pas de problème à investir dans une compagnie d'assurance. Mais je ne touche pas à assurance vie et je ne touche pas à toutes les entités qui sont en assurance vie. Ça ne m'intéresse pas du tout. OK? Donc, je prends les courtiers en assurance dommage, vous avez les Chubb, il y a beaucoup de belles entreprises dans l'assurance dommage de manière générale, mais ce sont les entités qui vont avoir toujours tendance à s'échanger entre 10 et 15 fois les bénéfices, parce que oui, le niveau de risque est élevé généralement, donc elles doivent être solides financièrement. Donc vous avez également tout ce qui concerne ici les fournisseurs de data et les places boursières ici, ça peut être intéressant à aller regarder comme secteur. Donc dans la finance, je peux être diversifié sans jamais avoir acheté une banque ou une compagnie d'assurance, d'accord? Bref. Ça fait 17 minutes qu'on bavarde ici. Nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent faire les choses, aller au-delà des chiffres, comprendre à peu près pourquoi on s'attend à X ou Y, quelles sont les raisons derrière. Et je le dis toujours, lisez vos rapports financiers si vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas le temps de le faire, achetez un ETF et priez que les performances passées soient à peu près les mêmes dans le futur, dépendamment des objectifs financiers que vous avez. Nous, on a choisi de faire du stock picking et on le fait sérieusement. Et le faire sérieusement, ça demande un minimum de lecture, mais c'est passionnant, les amis.